Londres, septembre 2019. Dans le hall du DSEI, le plus grand salon de défense d'Europe, un représentant commercial de Rheinmetall se tient debout devant une maquette de véhicule blindé. Le véhicule s'appelle Lynx. Personne ne s'arrête vraiment. Les délégations passent, regardent, hochent la tête, continuent vers le stand suivant. Vers le Bradley, vers le CV90, vers les machines qui ont déjà une guerre derrière elles. Le représentant range ses brochures en fin de journée. 0 contrat, 0 promesse, 0 intérêt sérieux. 2 ans et 5 mois plus tard, le téléphone de Rheinmetall ne s'arrêtera plus de sonner. Ce qui rend cette histoire étrange, ce n'est pas que le Lynx ait fini par se vendre, c'est la vitesse à laquelle le monde a changé d'avis. En défense, les cycles d'acquisition durent 1 décennie. Les appels d'offres prennent 5 ans. Les livraisons arrivent après les retraites de ceux qui ont signé. Puis une nuit de février change tout. Et soudain, les mêmes ministères qui disaient « nous n'avons pas le budget » appellent pour demander combien de temps il faut pour livrer. La réponse de Rheinmetall n'est pas rassurante. Parce que personne n'avait anticipé cette demande. Parce que personne n'avait vraiment cru que ce moment arriverait. C'est l'histoire du Lynx. Une machine conçue pour une guerre que tout le monde espérait éviter, ignorée par ceux qui auraient dû l'acheter, achetée en premier par celui qu'on n'attendait pas, puis réclamée par tout le monde au moment le plus mauvais pour produire. Pour comprendre pourquoi personne ne voulait du Lynx en 2019, il faut comprendre dans quel monde vivaient les armées occidentales. Depuis la chute du mur de Berlin, la doctrine dominante en Europe n'était pas la guerre de haute intensité contre un adversaire symétrique. C'était la gestion de crise. Les Balkans, l'Afghanistan, le Mali. Des conflits où ce qu'il fallait, c'était de la mobilité, de la protection contre les engins explosifs improvisés et la capacité de montrer un drapeau sans provoquer d'incident diplomatique. Pas une infanterie mécanisée lourde capable d'affronter des blindés soviétiques dans les plaines d'Europe centrale. Dans ce contexte, proposer une nouvelle BMP de 40 tonnes avec un canon de 30 mm et une capacité de transport de 8 fantassins, c'était vendre des chaînes d'hiver en juillet. Les états-majors regardaient leur budget, regardaient leurs priorités opérationnelles et concluaient que ce n'était tout simplement pas le moment. Rheinmetall avait pourtant fait ses calculs. La société basée à Düsseldorf n'est pas un industriel de niche. C'est l'un des plus grands groupes de défense d'Europe, avec une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle et une capacité à lire les cycles longs que peu d'entreprises possèdent. Ces ingénieurs à Kassel avaient travaillé sur un principe simple et radical. Construire une plateforme modulaire unique, capable de devenir tout ce qu'un client voudrait. Véhicule de combat d'infanterie, véhicule de commandement, véhicule de reconnaissance, porteur de missiles. Une seule coque, des dizaines de configurations. L'idée n'était pas de vendre une machine, c'était de vendre une infrastructure. Le problème, c'est que ce discours ne fonctionne pas dans les salons de défense quand vos concurrents peuvent montrer leurs machines en train de brûler des cibles dans le désert irakien ou dans les montagnes afghanes. Le CV90 suédois avait été engagé en Afghanistan. Le Bradley américain avait 2 guerres du Golfe à son actif. Le Lynx n'avait rien. Pas une seule ligne de feu réelle, pas une seule photo d'opération. Juste des spécifications techniques et une promesse de modularité. Dans le monde de la défense, l'absence de pédigree de combat est presque rédhibitoire. Les armées n'achètent pas des prototypes, elles achètent des certitudes. C'est dans ce contexte qu'il faut mesurer ce que la Hongrie a fait en 2020. Budapest a signé un contrat pour environ 200 véhicules de la famille Lynx, dont une centaine de KF-41, pour une valeur estimée à plus d'1 milliard d'euros. C'était le premier grand contrat export du programme. Et il venait d'un pays que ses partenaires de l'OTAN regardaient avec une perplexité croissante depuis des années. Un pays dont les relations avec Bruxelles étaient tendues, dont les choix stratégiques surprenaient régulièrement ses alliés. La réaction dans les capitales européennes fut polie et condescendante. La Hongrie avait de l'argent européen à dépenser et des ambitions de modernisation. Elle avait choisi une machine non éprouvée parce qu'elle offrait des conditions industrielles intéressantes, une partie de la production devant être réalisée sur le sol hongrois. Ce n'était pas un signal stratégique. C'était une décision pragmatique d'un petit pays avec des fonds de cohésion à utiliser.
Personne ne prenait vraiment Budapest au sérieux, comme arbitre des tendances de l'armement occidental. Armin Paperger, directeur général de Rheinmetall depuis 2013, voyait les choses différemment. Ingénieur de formation, il avait passé des années à transformer un groupe dont une partie significative du chiffre d'affaires venait de l'automobile, pistons, systèmes d'injection, composants moteurs, en un acteur centré sur la défense. La décision n'était pas populaire auprès de tous les actionnaires. L'automobile rapportait de l'argent de façon prévisible. La défense dépendait de décisions politiques imprévisibles et de cycles budgétaires sur lesquels aucune entreprise n'avait de prise. Mais Paperger lisait autre chose dans les données. Il voyait la Russie réarmée depuis 2008. Il voyait les budgets de défense européens stagner ou baisser pendant 15 ans. Il voyait l'écart se creuser entre ce que les armées européennes avaient sur le papier et ce qu'elles pourraient réellement aligner sur un champ de bataille. Et il en tirait une conclusion que peu de gens formulaient à voix haute à l'époque. Ce n'était pas une question de si l'Europe devrait se réarmer massivement, c'était une question de quand. En 2021, l'action Rheinmetall s'échangeait autour de 80 €. Les analystes financiers considéraient le secteur de la défense européen comme structurellement sous-performant. Puis vint le 24 février 2022. Ce matin-là, les colonnes blindées russes entrent en Ukraine depuis 3 directions simultanément. En quelques heures, les gouvernements européens comprennent que le scénario qu'ils avaient théoriquement envisagé, mais pratiquement écarté depuis 30 ans, était en train de se produire. Une guerre de haute intensité, avec des blindés, de l'artillerie lourde, des frappes de missiles, sur le sol européen. Les états-majors qui avaient rangé leurs plans de défense collective dans des tiroirs depuis la fin de la guerre froide, les en ressortent. Et la première question qu'ils se posent n'est pas philosophique. Elle est brutalement pratique. Qu'est-ce qu'on a vraiment et est-ce que ça suffit ? La réponse, dans presque toutes les capitales européennes, est non. Le téléphone de Rheinmetall commence à sonner. Ceux qui appelaient étaient les mêmes qui, 3 ans plus tôt à Londres, avaient regardé la maquette du Lynx et étaient passés au stand suivant. Ils avaient maintenant une question différente. Non plus « est-ce que cette machine nous intéresse ?», mais combien de temps pour livrer ? Ce que Paperger leur répondait, et pourquoi cette réponse changeait tout, c'est là que commence vraiment l'histoire du Lynx. Kassel, 2015. Les bureaux d'études de Rheinmetall Landsystemel occupent un bâtiment fonctionnel, sans prestige particulier, dans une ville industrielle du centre de l'Allemagne, dont la principale gloire historique est d'avoir été bombardée à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que des ingénieurs travaillent sur un véhicule que leur propre armée n'a pas commandé, pour un marché qui n'existe pas encore, avec un cahier des charges qui ressemble davantage à un manifeste qu'à une spécification technique. Le point de départ n'est pas une commande, c'est un constat. Depuis les années 90, le marché mondial des véhicules de combat d'infanterie fonctionne selon une logique binaire. D'un côté, les machines américaines et soviétiques, héritées de la guerre froide, Bradley, Marder, BMP, lourdes, spécialisées, conçues pour un affrontement précis sur un théâtre précis. De l'autre, une nouvelle génération de véhicules plus légers, pensés pour la projection rapide et les opérations de maintien de la paix. Les armées occidentales après 1989 n'avaient plus besoin d'une BMP capable d'enfoncer un rideau de blindés soviétiques dans la plaine de Fulda. Elles avaient besoin de machines qui pouvaient débarquer d'un avion de transport en 48 heures et patrouiller dans une ville sans provoquer d'incident. Le problème, que peu de gens formulaient clairement à l'époque, est que ces deux mondes pourraient ne pas rester séparés indéfiniment. Les ingénieurs de Kassel posent une question que leurs clients ne posent pas encore. Que se passe-t-il quand une armée a besoin des deux en même temps ? Quand elle doit pouvoir intervenir en Afrique sahélienne avec des véhicules légers et simultanément tenir un flanc haie avec de l'infanterie mécanisée lourde. La réponse conventionnelle est d'acheter 2 familles de véhicules différentes. C'est ce que font la plupart des armées européennes. C'est aussi ce qui coûte une fortune, créer 2 chaînes logistiques, 2 formations, 2 stocks de pièces détachées. La réponse de Rheinmetall est différente. Une seule plateforme, une seule coque blindée de base, et par-dessus, tout ce que le client veut. Ce principe s'appelle la modularité ouverte. Sur le papier, c'est élégant. Dans la réalité de l'ingénierie blindée, c'est un défi d'une complexité redoutable.
parce que chaque configuration supplémentaire que vous voulez supporter impose des contraintes à toutes les autres. Une coque assez robuste pour porter un tourello lourd doit être plus lourde qu'une coque optimisée pour la légèreté. Une architecture électrique capable d'alimenter des systèmes de guerre électronique doit être surdimensionnée pour les configurations basiques. Chaque compromis dans un sens est un compromis dans l'autre. Le KF-41 qui émerge de ce processus pèse environ 41 tonnes dans sa configuration standard de véhicule de combat d'infanterie. C'est plus lourd que le Marder qu'il est censé remplacer dans l'inventaire allemand. C'est comparable au CV-90 dans ses versions les plus lourdes, et c'est nettement plus lourd que ce que les doctrines de projection rapide des années 2000 considèrent comme acceptable. Mais il transporte 8 fantassins en plus d'un équipage de 3 hommes. Son canon automatique de 30 mm peut engager des véhicules blindés légers et des positions fortifiées. Sa protection peut être modulée par l'ajout de blindages supplémentaires selon la menace, et sa plateforme électronique est conçue pour intégrer des systèmes qui n'existent pas encore au moment de sa conception, ce que les ingénieurs appellent une architecture ouverte, ce que les militaires appellent de la place pour grandir. Ce dernier point est peut-être le plus important, et le moins visible dans les salons de défense. Le problème de la démonstration est central dans l'histoire du Lynx. Une machine modulaire dont la principale qualité est ce qu'elle pourra faire dans 10 ans avec des systèmes qui n'existent pas encore est extrêmement difficile à vendre à un comité d'acquisition qui doit justifier une dépense aujourd'hui. Les concurrents du Lynx ont des arguments tangibles et immédiats. Le CV-90 a une réputation de fiabilité construite sur des décennies de service dans les armées nordiques et sur des engagements réels en Afghanistan. Le Hanwha Redback sud-coréen est produit dans un pays dont l'industrie de défense a explosé en volume et en sophistication depuis 2010, avec des prix compétitifs et des offres d'offset industriels agressives. Rheinmetall vend une promesse. Et les promesses, dans le monde de la défense, se vendent mal quand personne ne ressent l'urgence d'acheter. Il y a un détail dans la conception du Lynx qui résume mieux que tout autre l'état d'esprit de ses concepteurs. Le système de gestion de combat intégré au véhicule est conçu dès l'origine pour fonctionner en réseau avec d'autres plateformes, chars, hélicoptères, drones, postes de commandement. Ce n'est pas une fonctionnalité ajoutée en cours de développement pour répondre à une demande client. C'est un choix architectural fondamental, fait à une époque où la guerre en réseau restait largement théorique pour la plupart des armées européennes. Les ingénieurs construisaient pour une guerre que leurs clients n'avaient pas encore décidé de préparer. Ce décalage entre ce que Rheinmetall anticipait et ce que les armées européennes acceptaient de regarder en face crée une situation commerciale paradoxale entre 2016 et 2021. La machine existe, elle fonctionne, elle passe ses tests, et elle ne trouve preneur qu'en Hongrie, un seul client, dans un contexte politique qui amène ses partenaires à minimiser la portée de la décision. Pendant ce temps, les ingénieurs de Cassel continuent d'affiner. Chaque itération du Lynx intègre des retours des évaluations militaires qui se succèdent sans déboucher sur des contrats. C'est une forme d'ironie industrielle particulièrement cruelle. Les pays qui refusent d'acheter contribuent néanmoins à améliorer la machine en la soumettant à des évaluations de plus en plus exigeantes. Rheinmetall paie le coût du développement. Ses évaluateurs non clients récoltent les données. En 2021, le groupe présente une version améliorée du KF-41 à l'évaluation australienne dans le cadre du programme Land 400, phase 3. L'Australie cherche un remplaçant pour ses M113, des véhicules de transport de troupes datant des années 60, qui constituent encore une partie significative de l'inventaire de l'armée australienne. Le contrat est colossal. Plusieurs centaines de véhicules. Une valeur potentielle de plusieurs dizaines de milliards de dollars australiens sur le cycle de vie complet. Et une condition non négociable posée par Canberra, le gagnant devra produire en Australie, créer des emplois australiens, transférer de la technologie australienne. C'est une condition qui change la nature du concours. Il ne s'agit plus seulement de choisir la meilleure machine. Il s'agit de choisir un partenaire industriel pour une génération. Le concurrent principal est Hanwha avec le Redback. La Corée du Sud a construit en 20 ans une industrie de défense capable de concurrencer les Européens sur presque tous les segments, avec des coûts de production inférieurs et une capacité à livrer rapidement. Le Redback est une machine sérieuse, lourde, bien protégée, issue d'une culture industrielle qui n'a pas le luxe de l'hésitation stratégique. La Corée du Sud partage une frontière terrestre avec l'une des armées les plus imprévisibles du monde.
Le Lynx entre dans cette compétition sans victoire de combat à son palmarès, sans client majeur de l'OTAN pour attester de sa valeur opérationnelle, avec pour seul argument réel la qualité de son ingénierie et la crédibilité industrielle d'un groupe qui fabrique des blindés depuis plus d'un siècle. Ce que l'Australie va décider va surprendre la quasi-totalité des observateurs du secteur. Et la décision ne sera pas rendue avant que le monde ait changé une nouvelle fois. 24 février 2022, 5 heures du matin, heure de Kiev. Les premières frappes de missiles touchent des infrastructures ukrainiennes simultanément depuis le nord, l'est et le sud. Dans les capitales européennes, les téléphones des ministres de la Défense sonnent avant l'aube. Les analystes qui avaient passé des semaines à débattre de la probabilité réelle d'une invasion regardent leurs écrans et comprennent en quelques minutes que le débat est terminé. Ce matin-là, personne ne pense encore au Lynx. La première réaction des gouvernements européens n'est pas stratégique, elle est viscéralement comptable. Les états-majors ouvrent leurs inventaires réels, pas les chiffres présentés au Parlement, pas les capacités théoriques des plans de défense, mais ce qui existe physiquement, ce qui fonctionne, ce qui pourrait être déployé dans les 30 jours. Ce qu'ils trouvent est, dans la quasi-totalité des cas, alarmant. Des décennies de dividendes de la paix ont transformé des armées dimensionnées pour la guerre froide en forces expéditionnaires légères, optimisées pour des opérations de faible intensité. Les stocks de munitions sont calculés pour des semaines, pas des mois. Les parcs blindés ont été réduits, vieillis, partiellement cannibalisés, pour maintenir en état les exemplaires encore opérationnels. L'Allemagne découvre publiquement que son Bundeswehr, censé constituer l'épine dorsale de la défense terrestre de l'OTAN en Europe centrale, est dans un état de préparation opérationnelle que ses propres généraux qualifient, dans des rapports internes qui fuiteront dans la presse, de préoccupants. Le chancelier Olaf Scholz prononce le 27 février 2022 devant le Bundestag un discours qui entre immédiatement dans le vocabulaire politique allemand sous le nom de Zeitenwende, le tournant, le changement d'époque. Il annonce une dotation exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser les forces armées allemandes. C'est un chiffre qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la République fédérale d'après-guerre. Pour le mettre en perspective, c'est l'équivalent de presque 3 budgets annuels normaux de la défense allemande, débloqués en une seule décision parlementaire en réponse à une guerre qui a commencé 3 jours plus tôt. Le signal envoyé aux industriels de la défense est immédiat et non ambigu. L'argent existe, la volonté politique existe. Ce qui manque désormais, c'est la capacité de produire. C'est ici que la situation devient inconfortable pour Rheinmetall. La société avait anticipé la demande. Elle avait développé le Lynx précisément parce qu'elle croyait que ce moment viendrait. Mais anticiper une demande et être capable d'y répondre immédiatement sont deux choses entièrement différentes dans l'industrie des blindés. Une chaîne de production de véhicules de combat ne s'ouvre pas comme une usine textile. Les délais d'approvisionnement en acier blindé spécial se comptent en mois. Les composants électroniques critiques viennent de fournisseurs dont les carnets de commandes sont soudainement saturés par des dizaines de clients simultanés. Les techniciens qualifiés pour assembler des systèmes d'armes complexes se forment en années, pas en semaines. Rheinmetall peut produire environ 50 à 70 véhicules blindés par an dans ses installations existantes. La demande potentielle, qui se matérialise en quelques semaines après le 24 février, représente plusieurs centaines de véhicules. L'écart entre les deux chiffres n'est pas un problème commercial, c'est un problème physique. Les ministères qui appellent Rheinmetall au printemps 2022 ne sont pas tous courtois. Certains ont le ton de clients qui se découvrent soudainement indispensables et qui semblent avoir oublié qu'ils avaient décliné les mêmes propositions 18 mois plus tôt. La conversation type ressemble à ceci. Un représentant d'un ministère de la Défense européen demande des livraisons dans les 12 mois. Le commercial de Rheinmetall explique que le délai de production standard est de 36 à 48 mois pour une première série. Le représentant du ministère demande si l'argent peut accélérer les choses. La réponse est, dans une certaine mesure, oui. Mais l'acier blindé ne pousse pas plus vite parce qu'on le paie plus cher. Cette tension entre l'urgence politique et la réalité industrielle va définir les 18 mois suivants pour Rheinmetall. Pendant ce temps, les marchés financiers rendent leur verdict avec la brutalité habituelle des investisseurs qui anticipent plutôt qu'ils ne constatent. L'action Rheinmetall, qui s'échangeait autour de 80 € en janvier 2022,
dépasse 200 € avant la fin de l'année. En 2023, elle franchit 300 €. En 2024, 400. La capitalisation boursière du groupe est multipliée par 5 en moins de 3 ans. Ce mouvement n'est pas de la spéculation sur une mode passagère, c'est le marché qui intègre une réalité structurelle. L'Europe va devoir dépenser massivement en défense pendant au moins une décennie. Les capacités industrielles existantes sont insuffisantes. Et Rheinmetall est l'un des rares acteurs européens avec les produits, les brevets et le savoir-faire pour répondre à cette demande. Le lynx est au centre de ce calcul. Ce que personne n'avait prévu, c'est la forme que prendrait la demande ukrainienne. Kiev ne demande pas du lynx dans les premières semaines. L'Ukraine demande ce qui est disponible immédiatement, ce qui peut être livré depuis des stocks existants, ce qui ne nécessite pas 2 ans de formation. Les premiers transferts vers l'Ukraine sont des véhicules prélevés sur les inventaires des Alliés, des systèmes soviétiques rachetés à des pays d'Europe de l'Est, des matériels qui ont parfois 30 ans de service derrière eux. Le Lynx, machine neuve sans stock disponible, reste dans les catalogues plutôt que dans les convois. Mais quelque chose change dans la façon dont les généraux ukrainiens parlent de leurs besoins à long terme. Ils ne veulent pas seulement tenir. Ils veulent reconstruire une armée capable de mener des opérations offensives complexes. Et pour ça, ils ont besoin de véhicules de combat d'infanterie modernes, en réseau, capables d'opérer avec des chars, de l'artillerie de précision et des drones. La description correspond exactement à ce que Rheinmetall a construit. En septembre 2022, Armin Paperger annonce que Rheinmetall étudie l'ouverture d'une usine de production en Ukraine. L'annonce est reçue avec scepticisme dans plusieurs capitales. L'idée d'implanter une ligne de production industrielle dans un pays sous frappe de missiles régulière semble relever davantage des relations publiques que de la stratégie industrielle sérieuse. Paperger maintient sa position. Il y a une logique dans cette décision que ses détracteurs ne voient pas encore. La question n'est pas de savoir si le Lynx va se vendre, ça c'est déjà réglé. La question est de savoir qui va décider où il sera produit, en quelle quantité et selon quelles conditions politiques. Et la réponse à cette question est en train de se jouer simultanément sur plusieurs continents, dans des salles de réunion très différentes les unes des autres. L'une d'elles se trouve à Canberra. Canberra, printemps austral 2022. Pendant que l'Europe regarde l'Ukraine avec une stupeur qui se transforme lentement en panique budgétaire, les officiers du programme Land 400 de l'armée australienne font quelque chose de beaucoup plus méthodique. Ils comparent 2 machines dans des conditions que ni l'une ni l'autre n'a jamais rencontrées en opération réelle. Le Lynx de Rheinmetall, le Redback de Hanwha. Et le terrain de jeu, c'est l'Australie. Un continent dont les distances, la chaleur et la poussière n'ont rien à voir avec les plaines d'Europe centrale ou les péninsules coréennes pour lesquelles ces véhicules ont été conçus. Le concours avait commencé bien avant la guerre. Il allait se terminer dans un monde entièrement différent. Pour comprendre ce que représente Land 400, il faut comprendre l'état de l'armée australienne en matière de véhicules blindés. Le parc de M113 que l'Australie cherche à remplacer date des années 60. Ces transporteurs de troupes en aluminium ont traversé le Vietnam, le Timor oriental, l'Irak et l'Afghanistan. Ils sont fonctionnels, fiables et technologiquement dépassés d'environ 40 ans. Les remplacer n'est pas une décision de modernisation optionnelle. C'est une nécessité opérationnelle que plusieurs gouvernements successifs ont repoussée faute de consensus sur le successeur. La phase 3 du programme, celle qui concerne les véhicules de combat d'infanterie lourds, porte sur environ 250 machines. Le coût total du programme sur son cycle de vie complet est estimé par le gouvernement australien à plusieurs dizaines de milliards de dollars australiens. C'est le plus grand contrat d'armement terrestre de l'histoire australienne. Hanwha entre dans cette compétition avec des arguments qui, sur le papier, semblent difficilement contestables. La société sud-coréenne a déjà remporté la phase 2 de Land 400 avec son véhicule Boxer, un succès qui lui donne un avantage de relations industrielles avec l'armée australienne. Son Redback est une machine récente, dérivée du K-21 qui équipe l'armée sud-coréenne avec une protection et une puissance de feu comparables au Lynx. Et Hanwha propose des conditions d'offset industriel très agressives, des milliers dans des transferts de technologies substantielles, une implantation industrielle de long terme. Il y a un détail supplémentaire que les analystes mentionnent rarement, mais que les officiers australiens ne peuvent pas ignorer. La Corée du Sud partage une frontière avec la Corée du Nord.
Son armée ne fait pas semblant de préparer une guerre. Elle s'y prépare réellement, en permanence, depuis 70 ans. Le Redback n'est pas une machine conçue pour des exercices. C'est une machine conçue par des gens qui pensent à la guerre de haute intensité comme à une probabilité réelle, plutôt qu'une abstraction théorique. Rheinmetall répond à cette pression coréenne par un mouvement que personne n'avait anticipé avec précision. Plutôt que de concurrencer Hanwha sur le terrain du prix ou de l'offset pur, Rheinmetall propose quelque chose de structurellement différent. Construire en Australie non pas une ligne d'assemblage finale, mais une véritable capacité industrielle de défense. L'usine de Redbank dans le Queensland, annoncée avant même le verdict du concours, est présentée comme le noyau d'un écosystème industriel qui pourrait à terme produire et maintenir des véhicules blindés pour l'ensemble de la région Indo-Pacifique. C'est un argument qui dépasse la transaction commerciale. Rheinmetall ne vend pas seulement des véhicules. Il propose à l'Australie de devenir un hub de production de défense dans une région où la tension stratégique monte de façon mesurable depuis 10 ans. Pour un pays dont la politique de défense est de plus en plus structurée autour de la compétition sino-américaine dans le Pacifique, c'est une proposition qui a une valeur géopolitique que les tableaux de comparaison technique ne capturent pas. Les évaluations techniques se déroulent sur plusieurs années, avec des phases de test en conditions australiennes qui mettent les deux machines à l'épreuve de la chaleur du Queensland, de la poussière du territoire du Nord et des distances qui font que la logistique elle-même devient un facteur de performance. Les deux véhicules passent ces tests sans défaillance majeure documentée publiquement. Les évaluateurs australiens ne communiquent pas sur les détails techniques de leur analyse. Ce qui filtre dans la presse spécialisée suggère que les performances des deux machines sont suffisamment proches pour que la décision finale dépende d'autres facteurs. Ces autres facteurs sont précisément là où Rheinmetall a travaillé le plus dur. En avril 2023, le gouvernement australien annonce sa décision. Le KF-41 Lynx est sélectionné pour le programme Land 400 Phase 3. Hanwha perd le contrat le plus important auquel elle ait jamais concouru sur un marché occidental. La nouvelle crée une onde de choc dans l'industrie coréenne de défense, qui avait investi massivement dans sa candidature australienne et qui avait des raisons sérieuses de se croire favorite. Pour Rheinmetall, c'est une transformation qualitative qui dépasse la valeur financière du contrat. Le Lynx avait jusqu'alors un seul opérateur, la Hongrie, pays de 10 millions d'habitants dont les choix de défense sont regardés avec une attention limitée par les grandes puissances militaires. L'Australie est un membre fondateur de l'Alliance AUKUS, un partenaire stratégique des États-Unis et du Royaume-Uni dans le Pacifique, un pays dont les décisions d'armement sont suivies attentivement par le Japon, la Corée du Sud et les nations d'Asie du Sud-Est, qui cherchent elles-mêmes à moderniser leurs forces terrestres. La validation australienne transforme le Lynx d'une promesse européenne en une réalité indo-pacifique. Il y a dans cette décision une ironie que les observateurs du secteur ont relevée avec une certaine délectation. La Corée du Sud, dont le sérieux militaire est incontestable, perd face à une machine allemande qui n'a toujours pas une seule heure de combat réel à son palmarès. L'argument du pédigré opérationnel, celui qui avait handicapé le Lynx dans tous les salons européens des années 2010, ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur du Redback. Ce que l'Australie achète en 2023, c'est une vision industrielle et une architecture technologique, pas un historique de bataille. C'est exactement le pari que Rheinmetall avait fait une décennie plus tôt dans les bureaux d'études de Kassel. Ce qui se passe ensuite en Europe orientale complique encore davantage la lecture du marché. La Pologne, qui a signé des contrats massifs avec la Corée du Sud pour des chars K2 et des obusiers autopropulsés K9 après le 24 février, examine simultanément ses besoins en véhicules de combat d'infanterie. La Roumanie modernise ses forces terrestres avec une urgence que la géographie impose. Elle partage une frontière avec l'Ukraine. La République tchèque cherche un remplaçant pour ses BMP soviétiques. Dans chacun de ces appels d'offres potentiels, le Lynx est candidat. Dans chacun, il entre désormais avec le label australien comme argument de crédibilité. Le marché qui n'existait pas en 2019 existe maintenant. Et il est plus grand que ce que même Paperger avait anticipé dans ses projections les plus optimistes. Mais il reste une question que personne dans les bureaux de Düsseldorf ne formule à voix haute. La machine sans guerre est en train de devenir la machine de toutes les guerres à venir. Est-ce qu'elle est vraiment prête pour ça ? Quelque part en Ukraine, été 2024.
Un convoi de véhicules blindés progresse sur une route défoncée par des mois de frappe et de contre-frappe. Les machines sont un mélange hétéroclite de matériel soviétique, d'équipements occidentaux transférés en urgence et de véhicules dont personne n'aurait prédit la présence ici 3 ans plus tôt. Ce que les équipages ukrainiens savent, c'est que chaque machine différente signifie une chaîne logistique différente, des pièces détachées différentes, une formation différente. C'est une des raisons pour lesquelles ils demandent depuis des mois la même chose à leurs partenaires occidentaux. Moins de diversité, plus de volume, et des machines conçues pour la guerre de haute intensité plutôt que pour les patrouilles de maintien de la paix. Le Lynx n'est pas dans ce convoi. Pas encore. La question de savoir si et quand le Kf-41 arrivera en Ukraine cristallise en 2023 et 2024 une tension qui dépasse largement le cadre technique. L'Allemagne a livré des véhicules blindés à l'Ukraine, des Marder, des Fuchs, des Léopards. Mais le Lynx pose un problème différent. Il n'existe pas en quantité suffisante dans les stocks allemands pour un transfert immédiat. Le Bundeswehr lui-même attend ses premiers exemplaires de série. Livrer du Lynx à l'Ukraine signifierait prélever sur une production qui n'arrive pas à satisfaire les commandes existantes, au détriment de clients qui ont signé et payé. C'est le paradoxe central de la réussite commerciale de Rheinmetall. Plus le Lynx se vend, moins il est disponible pour ceux qui en ont besoin maintenant. L'annonce qui change la nature du débat arrive en mai 2023. Rheinmetall confirme la création d'une co-entreprise avec l'Ukraine pour produire des véhicules blindés sur le sol ukrainien. Le projet prévoit à terme la fabrication de Lynx directement en Ukraine, dans des installations qui restent délibérément non localisées publiquement pour des raisons de sécurité évidentes. Paperger justifie la décision avec une logique qui est difficile à contester sur le fond. L'Ukraine aura besoin de reconstruire ses forces armées pendant des années, les transporter depuis l'Allemagne coûte du temps et de l'argent, et une capacité de production locale réduit la vulnérabilité aux disruptions logistiques. Ce que cette annonce signifie concrètement, c'est qu'une usine de production de véhicules de combat va fonctionner dans un pays qui reçoit des frappes de missiles sur son territoire de façon régulière. Ce n'est pas une décision industrielle ordinaire. C'est un pari sur la capacité de l'Ukraine à survivre et à gagner, formulé en termes de capitaux investis et de lignes de production planifiées. Pendant ce temps, le Bundeswehr attend. C'est peut-être le détail le plus révélateur de toute l'histoire du Lynx. L'armée du pays qui a créé cette machine, l'armée pour la modernisation de laquelle 100 milliards d'euros ont été débloqués en urgence en 2022, n'est pas la première à recevoir des livraisons significatives. La Hongrie a signé avant. L'Australie a signé un contrat plus grand. Les négociations avec d'autres nations avancent en parallèle. Le Bundeswehr reçoit des exemplaires de développement et de tests, mais la production de série pour les besoins allemands s'inscrit dans une file d'attente internationale que la Zeitenwende n'a pas magiquement raccourcie. Il y a quelque chose d'absurde et de parfaitement logique à la fois dans cette situation. Absurde parce qu'une nation qui déclare une urgence de réarmement historique doit attendre derrière ses propres clients export pour équiper ses propres soldats. Logique parce que c'est précisément le modèle économique qui a permis à Rheinmetall de développer le Lynx sans commande nationale garantie. L'export d'abord, le marché domestique ensuite. La compétition internationale ne faiblit pas. Face à la montée en puissance du Lynx, les concurrents réagissent avec des moyens qui reflètent leurs propres logiques industrielles. General Dynamics accélère le développement du successeur du Bradley dans le cadre du programme OMFV de l'armée américaine. BAE Systems pousse le CV90 dans ses dernières évolutions vers des marchés est-européens, avec des arguments de coût et de disponibilité immédiate. Anoa, après la défaite australienne, restructure sa stratégie export et cible avec une intensité renouvelée les marchés polonais et roumains, où ses chars K2 ont déjà ouvert des portes. Le marché mondial des véhicules de combat d'infanterie, qui stagnait depuis une décennie, est devenu en 18 mois l'un des segments les plus compétitifs de l'industrie de défense mondiale. Rheinmetall a contribué à réveiller ce marché. Il doit maintenant le défendre contre des concurrents qui ont tiré les leçons de leurs défaites récentes. Il y a un chiffre qui résume mieux que tout autre la transformation de Rheinmetall entre 2020 et 2024. Le carnet de commandes du groupe, qui représentait environ 12 milliards d'euros avant le 24 février 2022, dépasse 40 milliards d'euros en 2024. En 2 ans,
Rheinmetall a accumulé plus de commandes qu'il ne peut en produire dans les 6 années suivantes avec ses capacités actuelles. La société investit massivement pour augmenter ses cadences. Nouvelles lignes de production, recrutement accéléré, partenariats industriels dans plusieurs pays. Mais la physique de l'industrie lourde impose ses contraintes indépendamment de la volonté des dirigeants et de l'urgence des clients. Ce décalage entre la demande et la capacité de production est peut-être la vulnérabilité la plus sérieuse de Rheinmetall dans les années qui viennent. Un concurrent qui peut livrer plus vite, même avec une machine légèrement inférieure, peut capturer des marchés que le Lynx ne peut pas servir dans les délais demandés. Ce que la guerre en Ukraine a révélé sur le Lynx est paradoxal. Elle a créé la demande qui manquait, elle a validé la doctrine de la guerre de haute intensité pour laquelle la machine a été conçue, elle a transformé Rheinmetall d'un industriel européen solide en un acteur stratégique global. Et simultanément, elle a exposé la limite fondamentale d'une machine qui n'a toujours pas tiré un seul coup de feu en combat réel, dans un conflit où chaque semaine produit des données opérationnelles que les ingénieurs de Cassel étudient avec une attention fiévreuse. Le Lynx est conçu pour survivre à des frappes de roquettes, pour opérer en réseau avec des drones et de l'artillerie de précision, pour maintenir sa mobilité dans des conditions de terrain dégradées. Ce sont exactement les conditions du Donbass. Les équipages ukrainiens qui conduisent des Bradley et des Marder dans ces conditions accumulent une expérience opérationnelle que Rheinmetall ne peut pas acheter et que ses concurrents n'ont pas non plus. La première fois qu'un Lynx brûlera, ou survivra à ce qui aurait dû le faire brûler, cette machine cessera d'être une promesse. Elle deviendra une certitude ou un avertissement. Et cette première fois approche.